Donc merci à tous d'être venus nous voir. Alors, je vais un peu nous présenter. Donc, voici Candice, ma collègue, et moi-même, Laurine. Donc, ça fait 4 ans qu'on est chez Intech toutes les deux. Donc, ça fait 4 ans qu'on fait du développement chez Intech. Et depuis quelques temps, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur. Et donc, c'est sur ça que va porter notre présentation. Donc on va un petit peu parler de qu'est-ce que peut apporter une approche UX dans les projets que l'on mène chez nos clients. Et pourquoi est-ce que même si potentiellement on peut se dire ça coûte cher, pourquoi est-ce que c'est quand même très intéressant de s'y intéresser? Alors, pour commencer, on va mettre une évidence, c'est que s'il n'y a pas d'utilisateur, l'application n'a aucune raison d'exister. C'est par exemple dans le e-commerce, s'il n'y a pas d'utilisateur, pas de client, donc l'entreprise elle peut potentiellement couler. En prenant un exemple un peu plus simple, c'est comme si vous recevez votre famille à dîner et que vous leur cuisinez juste des plats qu'ils ne mangent pas. Donc, voilà, ça n'a aucun intérêt. Et donc s'intéresser à son utilisateur permet d'éviter ce genre de problème. Et principalement dans tout ce qui est applications en interne ou des applications qui ont un monopole, où il n'y a pas de concurrence, c'est de pouvoir donner envie à l'utilisateur de se servir de notre application pour éviter qu'il soit frustré, qu'il soit énervé, qu'il soit malheureux même, hein, on peut aller jusque-là, et qu'il ait une mauvaise utilisation de ce qu'on lui propose. Hein, parce que lorsqu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à utiliser, on va mettre beaucoup plus de temps à réaliser nos tâches, on va être moins productif et le coût va être beaucoup plus important. Pour citer comme exemple, il y a quelques temps, j'ai été voir ma banquière pour avoir un prêt immobilier. Et donc, elle avait un outil pour ça. Un outil avec un formulaire, des champs à remplir. Pour avoir vu l'outil, je comprends pourquoi elle a eu du mal. Il y avait beaucoup de champs. Et en fait, en une demi-heure, elle m'a fait plusieurs calculs et elle n'est jamais arrivée au bon montant. Et au final, en 2 minutes, avec une calculette, un stylo et une feuille de papier, elle m'a donné le montant que je pouvais emprunter. Donc, moi, j'étais cliente, ça me donne pas vraiment confiance en la banque, hein, parce qu'elle a des outils qu'elle ne sait pas se servir ou qui ne sont pas adaptés. Et ma banquière en face, elle a passé beaucoup de temps pour me donner juste un chiffre. Une demi-heure pour un chiffre, ça fait quand même beaucoup. Ça l'a énervée, je l'ai bien ressenti, ça l'a agacée. Et au final, je n'ai pas pris mon crédit chez eux. C'est dommage. Et donc, effectivement, ma conseillère, elle était énervée. Parce qu'un utilisateur, c'est un être humain, et un être humain, ça ressent beaucoup d'émotions, et il est aussi très instable au niveau émotionnel. Quand on s'énerve sur une application ou sur un site internet, on a tendance à arrêter de l'utiliser, à partir, et on garde un mauvais souvenir de l'expérience qu'on a sur cette application. On n'aura pas envie d'y retourner, on n'aura pas envie de la conseiller. Et l'application n'aura du coup plus d'intérêt d'exister. De plus, lorsqu'on travaille pour une application interne avec des utilisateurs que l'on rencontre au quotidien, s'ils ne sont pas satisfaits par l'outil qu'on leur propose, l'interaction et la relation qu'on va avoir avec eux seront quand même beaucoup moins sympathiques, ils seront moins amènes à discuter avec nous, voire à être virulents et violents verbalement dans les échanges de mails qu'on peut avoir avec eux ou même en présence de ces personnes en réunion. Ce qui met une ambiance de travail compliquée et beaucoup de pression pour l'équipe projet qui doit du coup rattraper l'insatisfaction et continuer à satisfaire pour la suite. Beaucoup plus de pression, ce qui entraîne de la fatigue et une ambiance de travail vraiment mauvaise où on commence aussi à se parler et méchamment. Donc, l'utilisateur, lui, s'il n'est pas content, s'il n'aime pas son application, il va partir. C'est lui qui a le dernier mot. On n'est pas les seuls sur Terre à faire des applications. Souvent, c'est des applications qui sont déjà existantes s'il y a de la concurrence. Donc, si notre produit ou notre manière de travailler ne leur satisfait pas, ils vont aller voir ailleurs. Pour les projets futurs ou même pour le projet actuel où ils vont vouloir le refaire. De plus, il peut nous faire du coup une mauvaise publicité en tant que prestataire de service parce qu'ils ont une insatisfaction comme ça ne correspond pas à leurs besoins. On ne s'est pas intéressé à l'utilisateur, on leur a fourni un produit qui ne correspond vraiment pas à ce qu'ils voulaient, donc ils vont nous dire à une autre personne, bah non, désolé, n'allez pas chez eux, on a été très mécontents de leur service et tout ce qui s'ensuit. Et donc, pour éviter un maximum ce genre de désagréments,
Il faut impliquer l'utilisateur. L'utilisateur, il va se sentir écouté, il aura une valorisation positive, une bonne émotion, un bon souvenir, et il pourra continuer à travailler avec nous. Il sera même plus enclin à venir travailler avec nous, et il sera même fier quand il va présenter à ses collègues l'outil, il va dire voilà, moi j'ai travaillé là-dessus, voilà ce qu'on a présenté, ça correspond à notre besoin, et on va pouvoir, nous en tant qu'équipe projet, travailler plus facilement avec eux et avoir des retours beaucoup plus souvent. Sachant que on peut appliquer des méthodes agiles dans ce mode de fonctionnement. Donc l'équipe projet va discuter plus souvent avec l'utilisateur, va livrer plus souvent des versions, de préférence des versions par fonctionnalité métier, ce qui entraînera beaucoup moins d'allers-retours sur ces fonctionnalités puisque l'utilisateur a été mis dans la discussion lors de la conception, et surtout d'avoir des tests plus efficaces. Je pense que ça arrivait à beaucoup de personnes chez Intech et dans cette salle, c'est qu'on livre des gros paquets d'informations, l'utilisateur il va tester et à la première erreur il va s'arrêter. Donc on va relivrer, ça va être une perte de temps et un aller-retour incessant, surtout si l'entreprise cliente et l'endroit de développement n'est pas au même endroit. Je peux vous certifier que c'est lourd physiquement à chaque fois d'aller relivrer, de retomber dans une ambiance où l'utilisateur n'est pas content et d'avoir tout cet aller-retour. Il faut quand même savoir que l'utilisateur, c'est lui l'expert métier, c'est lui qui va savoir ce qu'il a besoin. Nous, on est des développeurs, donc on est experts en développement. L'utilisateur ne va pas nous dire comment développer la fonctionnalité. Il va juste nous dire ce qu'il veut, pourquoi il le veut. Et en tant que développeur, c'est plus facile de développer le besoin fonctionnel quand on le comprend, quand on sait ce que l'utilisateur va faire au quotidien. Si on ne le sait pas, on va le développer. Et nous, quand on va vouloir tester, parce qu'on est censé quand même tester notre travail, ben on sera perdu parce qu'on va dire « Ah, mais est-ce que ça va? Est-ce que mon utilisateur, c'est comme ça qu'il travaille au quotidien ?» Et ça va du coup avoir un risque de livrer quelque chose qu'en fait, l'utilisateur, ça ne l'aide pas du tout. Et on va se retrouver dans la situation de ma banquière qui avait une interface qu'elle ne savait pas utiliser et qui lui avait fait perdre plus de temps pour une question qui devait prendre 2 minutes. Comme le disait Candice, impliquer l'utilisateur dès le début, le plus tôt possible, ça va être un gain de temps énorme donc pour tout le monde, hein, pas que pour les équipes développement, c'est pour tout le monde. Comme l'utilisateur sera impliqué dès le début, il pourra plus rapidement faire des retours sur ce qui ne va pas, donc ce sera plus rapidement corrigé. Et quand c'est fait dès le début, en fait, ça peut se faire beaucoup plus facilement. Donc il y aura moins de retours de tests à la fin, donc comme les retours de tests qu'on connaît sûrement tous, où on fait tester une fois l'application, on se retrouve avec plein de bugs à corriger d'un coup, alors que si on implique dès le début l'utilisateur, on va pouvoir récupérer ces tests plus au fil de l'eau et ça fera beaucoup moins d'allers-retours. Et également pour tout ce qui est changement de design, ça peut se faire beaucoup plus rapidement si c'est pris dès le début que si on a déjà toute l'application développée et que là l'utilisateur dit « Ah ben non, mais ces champs-là, je vois pas à quoi ils servent et puis de toute façon, ceux-là, je les voulais pas, je préférais plutôt avoir ceux-là plus visibles. » Ou ce genre de problème. Et du coup, quand on a déjà une application qui est déjà toute faite, toute développée, ce sera beaucoup plus difficile de revenir sur le design que si c'est fait tout de suite. Et également, non seulement on va gagner du temps, mais ce sera également un gain d'argent. Du coup, comme je l'ai déjà dit, revenir sur une application qui est déjà codée, qui est déjà toute faite, ce sera plus cher que de revenir sur une application qui est en cours de développement. Et moins de retours de test aussi des utilisateurs, ce sera moins de dev à faire en plus, donc de l'argent économisé. Et en plus, si on implique donc ces utilisateurs directement dès la phase d'analyse, ce sera plus intéressant non seulement pour les utilisateurs, et ce sera également plus intéressant pour l'équipe projet. Ce sera plus productif. On aura plus de marge de manœuvre et également, souvent, c'est plus facile de débloquer du budget lorsque le produit est en cours de conception que lorsque le produit est déjà un produit et qu'il est déjà en fait utilisé et qu'il faut faire de la maintenance dessus. Alors, on va citer quelques exemples, je suppose que vous les connaissez.
Donc, parmi toutes ces entreprises, je pense que vous connaissez un petit peu ce qu'elles font et la plupart du temps, c'est des produits qui sont facilement utilisables et que vous arrivez à utiliser. Et en fait, le point commun à toutes ces entreprises, c'est qu'elles ont impliqué leurs utilisateurs. Elles ont fait des retours de tests. Pour quelques exemples, par exemple, on va parler d'Airbnb. Alors, au commencement, en fait, les fondateurs d'Airbnb, ils n'ont pas directement codé quelque chose. En fait, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est qu'ils ont commencé à faire des recherches sur les utilisateurs. Donc, comment est-ce que les personnes, quand ils partaient en vacances, s'occupaient de l'hébergement, comment est-ce qu'elles s'occupaient de leur voyage. Et ce qu'ils ont fait, même, une petite anecdote, c'est qu'ils sont partis une semaine à New York, où ils sont allés à la rencontre d'hébergeurs professionnels, et ils sont allés recueillir toutes les informations qu'ils pouvaient de ces hébergeurs pour savoir comment est-ce qu'ils géraient les personnes qui louaient leurs hébergements. Donc c'est comme ça ensuite qu'ils ont réussi à coder une première version de leur application, puis les versions d'après. Et une autre petite anecdote que j'ai découverte et qui est sympa, c'est que les employés d'Airbnb, tous les ans, ils reçoivent une prime de 2000 $. Et cette prime, elle sert à quoi? Elle sert en fait à partir en voyage, en exploration. Donc avec cette prime, les employés peuvent partir. Le seul truc, c'est que quand ils reviennent, ils doivent faire un rapport de ce qu'ils ont fait, de leur expérience. Comment est-ce qu'ils ont géré leur hébergement, puis même plus large, comment est-ce qu'ils ont géré leurs activités, comment est-ce qu'ils ont géré leur voyage en général. Donc ça aussi, pour l'entreprise, c'est un gain. Ça leur permet d'être plus immergés dans le besoin des utilisateurs. Ensuite, un autre exemple, donc on va prendre IBM. C'est un exemple un peu plus ancien, mais qui est assez significatif. En 1998, chez IBM, ils ont fait un constat. Ils se sont rendus compte que la fonction la plus utilisée sur leur site, c'était quoi? C'était la fonction de recherche. Et la deuxième fonction la plus utilisée, c'était la fonction d'aide. Parce qu'en fait, la fonction recherche ne fonctionnait pas correctement. Donc, à partir de ce constat-là, ils ont fait une revue complète du design de tout leur site. Et ils ont appliqué des principes plutôt simples. C'est par exemple l'homogénéité entre tous les sites, l'homogénéité visuelle. Ils ont également travaillé tout ce qui était accès rapide aux fonctionnalités principales. Et ensuite, en mars 1999, ils ont déployé leur nouvelle version des sites. Et le résultat a été quasiment immédiat. C'est que dans le mois qui a suivi le lancement, le trafic a augmenté de 120% et les ventes ont grimpé de 400%. Donc là, à la base, je pense que leur démarche leur a quand même coûté pas mal, mais au final, ils ont été largement gagnants. Alors, pour tout ce qui est retour sur investissement, on va prendre également des exemples. Donc en 1995, le groupe Standish, qui est aux États-Unis, a fait une étude. Ils ont montré que 16,2% des projets, seulement 16,2% des projets sont dans les délais et dans le budget. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur les entreprises aux États-Unis. Ensuite, on a un autre chiffre, c'est que 52,7% des projets sont remis en question, que ce soit pour le budget, pour les fonctionnalités ou pour les délais. Et ensuite, on a un autre chiffre, c'est que 31,1% des projets sont annulés. Donc tout ça, c'est du temps passé, de l'argent dépensé, et ça fait quand même un constat un constat pas mal. Alors, donc ils ont fait ce constat-là, mais ensuite ils ont voulu savoir quelles étaient les causes qui font qu'on a ces chiffres-là. Donc pour ça, en fait, ils ont demandé dans toutes ces entreprises aux responsables des produits pourquoi est-ce que autant de projets sont dans ces cas-là. Donc la principale cause identifiée, c'est l'absence de la participation des utilisateurs. Donc ils font des produits, mais les utilisateurs ne sont pas suffisamment impliqués. Et la deuxième cause, c'est les besoins incomplets. Donc on n'arrive pas à avoir des specs complètes sur les produits qui sont faits. Donc là ensuite, on va avoir un autre exemple. Donc on est chez l'entreprise Sun. Ils ont décidé de refaire une étude d'utilisabilité sur un de leurs produits. Et pour cela, forcément, ils ont dû investir. Alors, ils ont fait une étude d'utilisabilité sur leurs produits. L'étude d'utilisabilité leur a coûté à peu près 20 000 $. Alors, dans ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Dans ce prix-là, on a le coût du personnel qui a été engagé pour faire cette étude.
Il y a également le coût qui a été utilisé pour louer un labo pour pouvoir faire des tests utilisateurs, donc un labo tout équipé, et également le coût de recrutement des participants et la rémunération des participants. Ensuite, bon, par contre, ça leur a coûté un certain coût, vous voyez 20 000 $, c'est quand même pas négligeable. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que ça leur a rapporté. Alors au final, ils ont fait des économies parce que la première version du produit, avant l'étude d'utilisabilité, ils ont vendu 200 000 produits. Sur ces 200 000 produits, ils ont dépensé 116 millions de $ pour du support, parce que les utilisateurs avaient besoin de support sur le produit. Ça fait à peu près 2,9 appels par produit. Après l'étude d'utilisabilité, ils ont vendu 300 000 produits, et le coût du support a diminué, il est passé de 116 millions à 52 millions. Donc c'est passé de quasiment 3 appels par produit à 0,87 appels par produit. Donc ils ont réduit drastiquement le nombre d'appels par produit, ce qui lui a permis de faire des économies sur le support. Donc les économies, c'est 152 millions de $. Et en plus, ils ont fait des économies encore ailleurs. Ils ont également augmenté la productivité des personnes qui travaillaient sur ce produit. Les tâches sur ce produit, après l'étude, se faisaient plus rapidement. Ils ont réussi à économiser 50 heures par jour. Donc sur ces 50 heures, ça fait à peu près 3 000 $ par jour, ce qui fait sur un an 750 000 $. Donc au total, on peut dire qu'ils ont, grâce à cette étude d'utilisabilité, ils auront économisé 153 millions de $ par an, enfin sur l'année. Donc voilà, par cette présentation, on a voulu un petit peu vous sensibiliser sur le fait que l'UX, la démarche UX, oui, c'est un investissement, oui, ça peut coûter, mais c'est gagnant parce qu'en fait, même si vous n'allez pas économiser forcément des millions de $, ça peut quand même être un gain par la suite d'argent parce que vous aurez un produit qui correspond beaucoup plus aux besoins de l'utilisateur, il y aura besoin de moins de support, il y aura besoin de moins de maintenance par la suite. Donc, notre message, c'est il faut penser à l'utilisateur, même si à notre échelle, ce n'est pas toujours possible. Il faut pouvoir, même si c'est l'impliquer qu'un tout petit peu, même si ce n'est pas faire une démarche complète, rien que d'aller les voir pour poser des questions, de dire bah, « tiens, j'ai développé ça, je vais te montrer un petit peu, viens t'asseoir à côté de moi ». Après, on n'a pas forcément toujours les utilisateurs à disposition, mais quand on peut le faire, c'est vraiment un gain.